tu penses de ta voix, d'une des premières choses qui t'ait fait rire quand t'étais tout enfant? T'as fait des petits boulots. Est-ce que t'es fier de quelque chose de ton physique? Tu t'es déjà battu? C'est quoi tes souvenirs des années 70? T'as déjà fait un test de QI? T'as des amitiés fusionnelles d'enfance? Combien de fois par jour tu penses à la mort? Pourquoi est-ce que je cherche? Est-ce que t'es content d'être ici? Ouais. C'est pas comme. Est-ce que c'est un peu comme du travail ou c'est peut-être ou c'est neutre ou c'est. Ah non, parce que non, c'est parce que c'est pas comme du travail que je suis venu. Ouais. Non, je suis content d'être là. Et après, je laisse quand même une petite part à la possibilité d'être déçu. C'est normal. Enfin, je veux dire, pas tout mettre dans ses œufs dans le même mug. Voilà. D'ailleurs, ça commence pas ouf. Mais j'imagine que ça va être mieux. Ouais. C'est quoi l'image que t'as de Combini? T'es venu plusieurs fois déjà ici faire des... Ouais, pour faire des trucs très divers. Genre si Combini c'était quelqu'un, est-ce que tu l'aimes bien? Non, parce que si Combini c'est quelqu'un, il faut être tout de suite dedans, il faut que ce soit rapide, faut faire le malin. Je suis pas assez doué pour ça. Non, ce serait comme le genre de copain, on se dit il va encore que je me creuse la tronche parce que je vais le voir. Ça va super, oui. Peut-être, oui, sûrement. Mais non, mais là ça va. Là ça va. Ouais. Mais en plus justement Combini normalement genre bleu ou rouge, télévision ou radio. Et là non. Là non. Mais là non. Là 1 heure donc. Voilà, donc surtout. T'es venu en quel moyen de locomotion? Ici? Oui, ici à Combini. Ou dans la vie en général? Dans la vie, ici, là, ce soir. En moto-taxi. En moto-taxi. Ouais. Bien passé? Oui. Grosse moto, tu dors dessus ou pas? Non, mais par contre, j'avais le siège chauffant. Et j'avais le siège chauffant, j'avais plusieurs choses. J'avais le siège chauffant, j'avais l'airbag. Ouais. Alors l'airbag, c'est pas du tout quelque chose qui explose comme ça autour de toi. Mm-hmm. C'est, si jamais t'es éjecté de la moto, il y a une ficelle qui se tire, et ton gilet, d'un coup, ça fait un peu envie. Non, t'as un peu envie d'avoir un accident. C'est-à-dire que ça veut dire on fait poum, poum, je sais pas, mais j'avais ça. Ouais. Bon, d'accord, on va se débrouiller pour faire ça. Et une Charlotte. Et une Charlotte, bien sûr. Parce que ça, depuis le Covid, et maintenant on est content, absolument, en fait. Oui, on est, voilà. On espère qu'il se dépêche entre la Charlotte et le casque pour rester le moins longtemps possible en Charlotte seule. Tout à fait. Je sais pas, on va pas se mentir, c'est pas... Alors moi, ça m'arrive régulièrement, je fais une petite confidence. Moi, je prends des douches sans me laver les cheveux, quelquefois, et pour être sûr de ne pas me les laver du tout, je mets une Charlotte. Ça t'arrive pas, toi, ça? Si? Non, parce que je veux pas Pourquoi tu veux pas te laver les cheveux? Alors, il m'arrive de me les laver, hein, mais je me veux pas me laver les cheveux parce qu'après, il faut se les sécher, ça prend plus de temps, tu vois, et puis leur disposition risque d'être je suis un peu un rapport compliqué à mes cheveux. Donc Charlotte, ouais. Toi, tu t'as jamais par fait exemple, moi, je pars pour confidence, moi, je saurais pas où acheter une Charlotte. Je sais pas où ça s'achète, si j'en voulais une. C'est très vrai ce que tu dis, c'est très très vrai. Je crois que j'en ai déjà trouvé une ou deux, mais la vérité c'est que celles que j'utilise viennent des hôtels. Tu voles des Charlottes? Je prends machin et ensuite je dis celle-ci elle est un petit peu détendue. Viens, je vais dans mon tiroir. J'ai un tiroir à Charlotte. C'est incroyable. Et je prends les Charlottes. Ouais. Sachant que évidemment les Charlottes d'hôtel ont la particularité d'être extrêmement bien pliées. Elles sont réduites à un petit carré comme ça. Oui. Et est-ce que là tu touches à quelque chose que j'ai senti chez toi et que j'ai l'impression qu'on a en commun? Je sais que tu mets pas de Charlotte, donc là on a ça en commun. Il y a pas un petit plaisir à voir cette Charlotte très très bien rangée? Si. Genre une petite. Mais il y a aussi un petit plaisir à voir dans un hôtel un petit peu de qualité tout ce que les gens utilisent dans la vie et dont j'ai jamais entendu parler. Il y a tout un tas de trucs à la salle de bain, on est d'accord? Oui. Pourquoi body lotion? Forcément. Il y a vraiment des gens qui font savon, shampoing, body lotion. Qui fait ça? Ouais. Moi, ma petite amie prend les body lotion. Donc, je pense qu'il y a, c'est, parce que c'est travel size, tu vois. Donc, les gens, donc il y a un petit truc comme ça pour les gens qui soignent. Et je sais pas si tu te oins, toi. Tu te oins pas? Non, je me oins pas. Tu te oins pas. Non. Mais le kit de couture, c'est pas mal. Le petit, c'est quoi? Le mec est à l'hôtel, donc il est parti avec des fringues a priori qui ne sont pas à rapiécer. Oui. Il y a peu de chance quand même. Le mec a pris des fringues qui marchent. Au Plaza Athénée. En guenille. Je vais profiter de mon temps. Donc je sais pas. C'est mystérieux. Toi d'ailleurs, comment on parle de vêtements là. Comment tu choisis tes vêtements? Tu les choisis. Je soupçonne que tu as un rapport fonctionnel aux vêtements. Est-ce que je me trompe? Je pense que déjà je ne sors jamais pour m'acheter un vêtement parce que j'aime pas ça. Ouais. Donc je m'achète carrément des tenues. Je reviens avec des sacs comme ça, mais très peu souvent. Ouais. Parce que
je consacre un grand moment à ça pour avoir des trucs comme ça. Et comme j'ai plusieurs maisons, ma première galère, c'est où et quoi. Il y a une espèce de triangle des Bermudes, j'ai pas mon sweater, j'ai pas mon machin, je manque de chaussettes là, mes calbars sont là, mais pourquoi j'en ai plus là que là? Puisque je suis rentré de manière équivalente dans toutes les maisons, pourquoi j'ai plus de calbars dans la maison 2 que la maison 3? Ça n'a pas de sens. Et donc il y a des fois des rééquilibrages de caleçons qui s'opèrent. C'est-à-dire que de temps en temps, dans mon sac à dos, je mets quelques caleçons pour combler ceux qui sont pas là-bas, pareil pour les chaussettes, etc. Oui. Mais est-ce que des fois t'achètes des vêtements parce que il est joli? Ouais, quand même. Ouais. Mais on m'en achète aussi. Oui. Ouais. Des gens qui ont peut-être intérêt à me voir habillé pas trop mal. Et est-ce qu'il y a des fois où tu mets un vêtement pour une certaine occasion? Est-ce que, genre, tu dis, aujourd'hui, c'est un jour à veste? Non. Non. Si, par exemple, là, tu vois, j'ai mis ça. Oui. Mais parce que t'avais une chemise. Oui. Et j'avais pas envie d'être avec le truc avec lequel je suis arrivé. Oui. Avec toi qui étais en chemise en face. Je me disais, je suis mieux avec ça. Toi, t'avais une sorte de polaire bleu, c'est ça? C'était un petit sweater bleu un peu sport, avec de ficelles. Oui. Et je me disais, mais non, pourquoi il y a une espèce d'agressivité street qui est complètement hors de propos, je trouve. Et alors que là, on reste, c'est chic quand même. Hein. Complètement. On est dans un vêtement, c'est pas non plus, voilà. Il est un petit peu léger oversize, j'aime bien avoir des trucs sur les doigts, mais je me sens mieux avec ta chemise. C'est d'une délicatesse qui vraiment m'émeut. Il faut inviter des gens éduqués de temps en temps. C'est ça qui change tout, hein. Ça, on l'a dit. Hein. Alexandre Astier, bonjour. Bonjour. Small Talk. Small Talk, c'est quoi? C'est une émission où j'invite des gens connus et on parle de tout, sauf de ce pourquoi les gens sont connus. Alors, il peut y avoir des pas de côté, parce que c'est pas non plus tout carré comme ça, machin, ça arrive. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est rare que je reçoive quelqu'un avec lequel j'ai passé autant de temps, pas dans la vraie vie, parce que c'est la première fois de notre vie qu'on se voit, mais par télévision interposée. J'ai acheté, à une époque où j'avais pas beaucoup d'argent, la totalité des DVD de Kaamelott, la totalité, et c'était pas donné. Et c'était pas donné du tout, mais ils étaient si beaux et d'une couleur différente pour chaque année. Et il y avait une petite jouissance même après les avoir vus, aller voir tous dans sa bibliothèque. C'était vraiment un design que j'adorais et qui me faisait plaisir visuellement. Très bien. Et pendant des mois, j'ai regardé 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes dans mon lit juste avant de dormir, avec toujours ce petit truc de genre allez encore un. Voilà, genre, le rituel. Et donc c'est des trucs très forts et ça arrive pas tout le temps que je reçoive des gens avec qui j'ai c'est du temps. Avec qui j'ai passé. Sauf qu'on est sur un concept d'émission qui t'empêche de parler exactement de ce pourquoi je suis connu. Oui. Donc tu peux pas aller sur ce terrain-là. Voilà, je m'y autorise parce que je fais ce que je veux. Le pas de côté, il est chez lui, il fait ce qu'il veut, bien entendu, d'accord. Mais il y a quand même ce truc qu'ensuite j'ai vu tout ce que tu as fait par ailleurs, que ma joie demeure, l'exoconférence, et je crois que j'ai un peu ressenti comme tout le monde ce truc de attends, c'est le type de Kaamelott qui parle de physique. Et j'ai ressenti un peu un truc comme tu sais, comme quand Schwarzenegger il est devenu chef de la Californie. Ah, c'est le mec des films qui fait ça, ou plus petit, comme quand Nikos Aliagas, il fait de la photo aussi, tu vois. C'était genre de comme ça. Et c'est pas la même déception quand même. C'est pas la même déception parce que gouverneur de Californie, on le préférait avant. Enfin, moi, je le préférais avant. Ouais, tu t'es pas dit quand même quel gâchis. Pas du tout. Mais si tu veux, c'est plutôt genre. Tu vois, même si on n'aime pas le gouverneur de Californie, on peut dire c'est quand même pas facile, tu vois, d'être. Et il y a une fourche dans son parcours. Exactement. Il y a un virage. D'ailleurs, il y a 2 fourches parce qu'il a commencé par juste avoir des muscles. En plus. Donc c'était quand même. C'est vrai. Et tout ça pour dire que c'est pas pour cracher sur les autres invités, mais ça me fait particulièrement plaisir que tu sois là. Faut quand même cracher un peu sur les autres invités. Oui, c'est vrai. La première parce qu'ils sont pas là. Et c'est quand même la base pour cracher. Oui, il me semble. On le fera tout à l'heure. On crache. Est-ce que t'as eu des vrais cons? Et Non, mais en fait, je pense que même si j'ai eu des vrais cons, c'est pas un moment où ils déploient toutes leurs conneries. C'est pas là que ça s'est vu. C'est pas là que ça s'est vu, tu vois. Parce que bien sûr, on est comme ça, mais il y a aussi ça. Et donc ensuite, ils savent que leur connerie va être diffusée. Et donc ils se surveillent. Et donc c'est pas là qu'ils sont le plus prolifiques. Mais c'est vrai que hors caméra,
Il y a peut-être eu des petits moments, des fois, genre, c'est vrai. C'était pas très bien, ça. Voilà, Ok. Bon, je te demanderai pas, mais ok, je sais qu'il y en a eu, ça fait déjà plaisir. Très bien. Tout ça pour te dire que voilà, donc et que je me suis même surpris à un truc complètement débile avant-hier. Il y a quelqu'un qui je voyais une connaissance et je lui dis, ouais, tu sais, lundi, j'interviewe Astier. Et j'étais fier. Et en même temps que j'étais fier, je me suis dit, mais c'est un truc, de quoi t'es fier? C'est complètement teubé, j'ai rien fait. Est-ce que ça t'arrive, toi, comme ça, d'avoir des vanités un tout petit peu mal placées? Ou peut-être ça t'est arrivé dans le passé, ou alors t'es d'une pureté de cœur totale? Alors, des vanités. Si, forcément. Par exemple, en vanité, un peu comme ça. Oui, t'es fier d'un truc dont il y a pas vraiment, c'est pas une réussite, quoi, en tant que telle. L'akama en aïkido, le pantalon akama, ne représente pas un grade. Traditionnellement, on n'a pas à être fier de l'akama. L'akama, c'est le vêtement avec lequel on pratique l'aïkido. Faut arrêter, quoi. Oui. Bon, alors en France, avec les académies françaises, c'est vrai qu'on l'a à partir d'un certain grade quand même, parce qu'on doit pouvoir expliquer au plus débutant les choses. Bon. Mais la première fois que j'ai mis un akama, quand même, je me dis, oh putain, c'est classe, c'est joli quand même. On n'est plus en pyjama, les gars, quoi. Oui. Ce que pensait d'ailleurs le fondateur de l'aïkido. On n'a pas à être en pyjama sur un débutant, vient normalement avec l'akama. Mais chez nous, c'est devenu un petit peu gratifiant. Et donc, je l'ai pas eu tout de suite, bien évidemment. Et j'avoue que quand même, le jour où je l'ai eu, j'ai eu une petite vanité, alors que c'est interdit. La vanité est interdite dans le budo. Évidemment, c'est même complètement proscrit. C'était le dernier endroit où avoir la fierté d'avoir eu un akama. Mais bon, on se c'est comme ça. Quoi. Et est-ce que tu es fier, parce que c'est un peu le même ordre d'idée, est-ce que tu es fier de quelque chose de ton physique? Pourquoi est-ce que je cherche? Je devrais avoir une réponse toute faite à ce genre de truc. Peut-être non. Hein. Oui, j'ai un point commun avec Matthew Perry. Mais c'est pas Matthew Perry, c'est Chandler. Je pense pas que ça soit tiré de la vie de Matthew Perry. C'est que j'ai un troisième sein. Qui provoque ta fierté. Oui. Il se situe dans quel secteur? Les troisième, quatrième seins, s'il y en a qui en ont plus que moi. Je frime, mais je frime, mais bon, ça va. Ils se trouvent tous entre les vrais et le nombril. Ils se trouvent sur une ligne. En fait, c'est comme les chiens. Ils sont tous sur une même zone. Voilà. Et j'ai deux fils qui en ont. Donc ça se passe. Ça fait partie des deux fils dont je pense que ce sont vraiment les miens, puisque donc il y a ça. Et voilà, donc alors après une fierté, je vais pas débarouler ça non plus en soirée, tu sais. D'ailleurs, je vais pas en soirée, mais je veux dire même quand bien même j'irai, je sais pas si je parlerai de ça tout de suite. Non, bien sûr, mais tu sais, il y a ce truc qui est. Je sais qu'il y a des gens qui sont fiers tu vois, genre, moi, par exemple, je sais que j'ai un regard vraiment, tu vois, bien, tu vois. Genre, mes yeux, ils sont cool, quoi. Ils sont bien, Et donc, tu t'es focalisé, tu sais que là, tu risques rien. Je sais que, après, le truc, c'est que c'est ce qu'il y a autour est vraiment extrêmement dégradé. On dirait vraiment des espèces de boules de billard sur des draps sales qu'on achetait, tu vois. Mais des boules de billard, lustré, très 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 joli. Voilà. C'est juste le contexte qui est mauvais. D'accord. Tu vois, voilà. Et des fois je fais mais alors que pour le coup il y a zéro mérite, quoi. Ton akama, il y a un tout petit truc. Là, on est quand même sur. Tu préférais un truc totalement injuste, totalement sorti de nulle part, c'est ça? C'est pour ça que je te demande le truc sur le physique, parce que là, pour le coup, il y a rien du tout, quoi. Il y a aucun mérite, quoi. Pour être frère de ces. J'ai pas de mauvaises dents. T'as pas de mauvaises dents. Putain, elles sont très très bien. Jolies dents. Et je les ai pas refaites, rien du tout. Donc, pour le moment. C'est la nature qui t'a donné ça comme ça, quoi. Mes dents sont telles quelles. Bravo, c'est remarquable. Normalement, c'est pas remarquable. Remarquable, c'est pour quelque chose qu'on a fait. Tu le dis toi-même. Remarquable, si on prend le sens vraiment de départ, c'est qui est digne d'être remarqué, quoi. Voilà. Très bien. Même si c'est pas de ton fait. T'es né à Lyon. Il y a certaines personnes qui disent que tu as l'accent lyonnais, ou que tu l'as eu en tout cas. En quoi ça consiste exactement, l'accent lyonnais? L'accent lyonnais, j'espère que je l'ai pas trop parce qu'il est très vilain, extrêmement moche. Alors, on a, en ce qui concerne le fleuve, on a le fleuve. Tu vois? Ok. On n'est pas sur du ta gueule, on est sur du ta gueule. C'est très, 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 très laid. On est aussi sur une petite diphtongue sur les vacances. On a des vacances, on a des enfants, des choses comme ça. C'est un petit peu plus Saint-Étienne, mais quand même, on a gardé quelque chose de ça. Et on a des A, un petit peu graves sur un Coca-Cola, par exemple. Coca-Cola. C'est vraiment
Vraiment Ouais, pas ouais. beau. Donc voilà, un jeune, le Coca-Cola et les vacances. Ouais. Vraiment dégueulasse comme accent. Donc j'espère que je l'ai pas trop. Tu l'as pas. Non, mais en revanche, moi, il y a toujours un petit accent. Comment dire, par rapport à un standard, je sais pas, qui ça pourrait être un standard. Un mec d'Orléans, puisqu'il paraît que c'est ouais, le la vallée de neutre. la Loire, avec ça. Mais que t'as un tout petit truc d'un accent populaire français classique des années 50. C'est-à-dire que j'ai l'impression que t'as plus que certaines personnes, tu vas dire cat au lieu de cat. Tu vois, t'as des. Et dans quel mot? Je sais pas, fais-moi un câlin. Tu vas peut-être dire plus câlin que câlin. Câlin. Et ça. Ah oui, alors c'est une autre particularité de l'accent lyonnais, c'est le placard. Le placard. Le placard. Mais oui. Le canard. Mais, oui. Ça, Et il donc, peut en fait, rester un peu. Oui. Ça, il peut en rester un petit peu. Bon, je vais me surveiller. T'es né le 16 juin 1974, c'est bien ça, ta date de naissance. T'as un tout petit peu connu les années 70 à Lyon. C'est quoi tes souvenirs des années 70 à Lyon? Mes souvenirs des années 70 à Lyon, c'est dans le quartier italien de Lyon qui s'appelait Gerland. Alors, il y a toujours un quartier qui s'appelle Gerland, mais il est plus trop italien maintenant. C'est vrai que ça s'est quand même très nettement dépeuplé d'Italiens, en tout cas. Mais moi, j'ai vécu dans un milieu extrêmement italien, d'immigrés entre les années 20 et 30, avec des quartiers italiens, avec des marchés italiens, avec que des Italiens qui bossaient un peu de partout dans les usines d'à côté. Donc, mes années 70, je crois que c'est les restes d'un Gerland très ouvrier, où ma mère me laissait chez ses parents, parce qu'il n'y avait pas trop de ronds, puis qu'il fallait qu'elle bosse. C'est un reste de Gerland très, très ouvrier, où je me souviens que ma grand-mère était concierge d'une grande entreprise de travaux publics. Donc le matin, elle ouvrait le portail, le soir, elle fermait le portail. Et j'avais tout le week-end pour jouer dans cette grande cour avec des camions bennes, des camions de cimenterie, des pompes à essence, des ateliers, des machins, parce que c'était fermé le week-end, donc je faisais du vélo dedans. Et il y avait encore les trains de marchandises qui passaient au milieu de la ville. Pour larguer des marchandises sur les usines, tout ça. Donc, je pense que j'ai connu ça et je pense que les gens qui habitent aujourd'hui Gerland n'ont pas idée de ce qui se passait sous leurs pieds. C'est un peu miséreux quand même. J'ai une enfance extrêmement heureuse, mais dans une pauvreté que les gens n'imaginent pas aujourd'hui. Donc voilà, c'était très italien, ma lyonnaiserie. Ta lyonnaiserie était italienne. Est-ce que tu te souviens d'une chose qui t'a fait... d'une des premières choses qui t'ait fait rire, donc tu te souviens qui t'a fait rire quand t'étais tout enfant, c'est-à-dire dans ces années-là, ou peut-être c'est le début des années 80, j'en sais rien. Mais mon grand-père, donc, dans ce contexte, des fois on regardait la télé tous les deux, et mon grand-père était quelqu'un d'une aigreur extrême, c'est-à-dire qu'il avait une aigreur totale, une aigreur 100% vis-à-vis de tous, il ne croyait à rien. Par exemple, il disait « Bonjour mon lapin », je crois à Bruno Mazur, ou à... Non, peut-être pas Bruno Mazur, c'était trop tard, donc c'était Roger Giquel. Roger Giquel, ouais. Madame, monsieur, bonsoir, salut mon lapin. Il disait ça un peu dans sa barbe, genre, je sais déjà que ce que tu vas me dire, c'est bourré de conneries, j'en ai rien à foutre, et tout ça, que des feignants, que des mains dans les poches. J'aimais beaucoup ce lexique-là. Et puis, j'ai compris un truc qui m'a aidé à écrire, d'ailleurs, beaucoup. Et que mon grand-père, un jour, tombe sur les informations où il y a un alpiniste qui a perdu son camarade alpiniste dans des conditions dramatiques, sur je ne sais quel sommet, probablement à l'autre bout du monde. Et il pleurait, ce gars-là. Il pleurait parce qu'il avait perdu son copain, il avait lui-même les pieds gelés, le machin, enfin bref, etc. Et mon grand-père ne comprenait pas. Mon grand-père qui a vécu que dans l'effort de l'ouvrier, qui va tous les jours faire un boulot de con, étaler du goudron sur les routes et tomber dans les cuves, etc. Ouais. Pourquoi un type à qui on n'a rien demandé, qui fout le camp en montagne pour monter un sommet sur lequel il va rien chercher, pour lequel il n'est pas payé, il redescend parce qu'il pleure, parce qu'il est arrivé la seule chose qu'il trouvait dans sa tête, c'est mais qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas? Qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas? Et pourquoi tu viens m'emmerder avec ça sur mon poste? Ça n'avait aucun sens. Et je me suis dit, mais je veux pas lui donner raison, mais je veux pas non plus lui donner tort, parce que je pense que c'est plutôt à ces gens-là qu'il faut écrire. Il y a plus d'affaires à faire avec de l'écriture de ces gens-là plutôt que de celui qui chouigne à l'écran. C'est l'incompréhension peut-être des classes populaires face au superflu, quoi. Le truc qui est pas nécessaire, quoi. C'est vrai, faut vraiment avoir mangé à sa faim pour aller monter des montagnes. C'est un problème de riche. Mais ceci dit, c'est bien aussi de temps en temps de voir par ce spectre-là ce qu'on fait nous. Parce que moi, par exemple, je fais un métier extrêmement futile. Ça sert à rien. Donc, du coup, il faut bien quand même décider d'où foutre le superflu là-dedans. Il est où?
Qu'en dirait mon grand-père, par Ouais. exemple? Je sais pas. Ouais. Je sais pas trop. Mais est-ce qu'il avait vraiment cette vision de la création en général? Nous, quand même, quelquefois, il allait, je sais pas, au théâtre, Non. ou au cinéma, non? Non. Ma mère, qui était ma mère a commencé à être comédienne, je crois, à l'âge de 13 ans. Elle a monté sur les planches la première fois à 13 ans. Il a dû venir une fois dans une salle de spectacle. C'était le théâtre de l'Eldorado à Lyon, qui n'existe plus depuis, mais qui était un théâtre à l'ancienne. Et je l'ai vu rentrer. Le spectacle avait commencé depuis 20 minutes. Je l'ai vu rentrer, se mettre à la porte comme ça, avec quelqu'un qui va le voir. Monsieur, vous voulez vous asseoir? Et lui qui dit très fort, non, c'est bon, je reste là. Regardez ma mère comme ça, 5 minutes. Et repartir. Voilà, c'est la seule fois. Et alors, comment est-ce que ta mère, elle a vécu ça? Parce qu'elle a eu cette vocation qui était orthogonale par rapport à lui. Eh ben, le truc, c'est que je me rends compte que mon père, ma mère ont dû opérer des ruptures vis-à-vis de là où ils viennent. Mm-hmm. Moi, non. Ouais. Ils l'ont fait pour moi. Moi, j'ai rien bousculé. J'ai pas amené dans la famille. Hey, vous savez quoi? J'aimerais bien faire quoi? De quoi tu parles? Non, j'ai repris la boutique. tout ça est très simple et très fluide. Mais je me rends compte que autant chez eux que chez des fois des jeunes élèves qui ont rompu eux aussi pour faire, je sais pas, pour être acteur, pour tout ça, je me dis ouais, ils ont un boulot en plus. Ils ont un boulot en plus. Mm-hmm. Parce que savoir jouer, apprendre à jouer, c'est passionnant. Il y a plein de trucs à savoir. Mais en plus, ils ont une petite lutte en plus qui est de dire chez eux que ça vaut le coup. Ouais. Moi, j'ai pas eu à faire ça. Mais moi, je me suis souvent dit qu'il y avait quand même un peu de bienveillance dans les parents qui disent sois pas comédien, parce que la probabilité d'y arriver est plus faible que dans d'autres domaines. Donc c'est peut-être genre, tu vas peut-être plus souffrir que si t'es comptable. Tu vois. Et donc, on dit toujours qu'il y a toujours un petit antagonisme avec les parents qui disent ça, et moi j'ai l'impression que peut-être il y a un peu de tendresse aussi dans le fait de dire sois pas acteur. De toute façon, dans toute panique et dans toute inquiétude, il y a une tendresse. Ouais. Je suis d'accord, mais des fois je me dis quand même, est-ce que je conseillerais à quelqu'un d'être acteur? En tout cas, pas en parlant de moi. Parce que moi, en fait, j'ai pas vraiment voulu être acteur. Sous-entendu, attendre que le téléphone sonne et de faire naître le désir dans quelqu'un d'autre qui doit penser à moi et qui doit m'appeler ou ne pas m'appeler. Être dépendant aussi des textes qu'on me confie parce qu'on m'a vu dans tel truc alors que je voudrais être ailleurs. Je suis quand même quelqu'un j'ai voulu jouer des choses, je les ai écrites. J'ai voulu les produire, je les ai produites. J'ai voulu entendre une musique, je l'ai faite. Donc, en fait, je me suis un peu passé, j'ai contourné tout ce qui ferait que je ne conseillerais pas forcément à quelqu'un d'être acteur parce qu'on ne fait qu'attendre et on vit de séduction. Et ça me plaît pas beaucoup de vivre de séduction, j'avoue. Ces moments un peu tristes que j'ai vus quelquefois dans des je sais pas, des cocktails où il y a des acteurs qui n'ont pas complètement percé et qui se parlent et ils essayent de placer absolument ce qu'ils font et de parler d'eux tout en ayant une espèce de semblant vague d'humilité alors que tu vas très vite. C'est le phénomène Jean t'embrasse. Tu connais le phénomène Jean t'embrasse? Non. Il faut que je vienne ici pour t'apprendre des choses. C'est quoi? C'est quand même dingue. Tu connais pas le phénomène Jean t'embrasse? Jean t'embrasse, donc un Jean qu'on connaît. Ah, Jean, ça doit être un Jean connu en fait, c'est ça? Quel? Je sais pas, Jean. Il y a aucun Jean qui me vient à l'esprit. C'est quand même fou alors que c'est un des prénoms. Facile. Vas-y simplement. J'ai un brain problème là. C'est Jean Le Canuet qui me vient à l'esprit. Ok, donc dropping pourri. Exactement. Non, pourri. Non, mais imagine, parce que moi, quand on me l'a dit, Jean t'embrasse, je savais pas de quel Jean il s'agissait non plus. Oui. J'étais un peu dans ton cas là. Je me suis dit, comment ça, Jean t'embrasse? Ça veut dire qu'il faut que je connaisse un Jean suffisamment pour qu'il m'embrasse, etc. Non, c'est du jardin. D'accord. Je pense pas que ce soit toujours le même. Oui. C'est-à-dire il y a une époque où on disait Gérard t'embrasse, il devait s'agir de Depardieu. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu cette personne qui est très en vue. Et au fait, on parlait évidemment d'autres gens connus, dont toi, donc il te salue. Ouais. C'est totalement faux, Jean ne m'embrasse absolument pas. Je connais un peu du jardin, mais il ne m'embrasse pas du tout. On s'en fout, mais je ne m'embrasse pas non plus, on est bien. On est bien comme ça. Mais voilà, je pense que tu parles de ça un peu, le phénomène Jean t'embrasse. Ouais. C'est complètement le phénomène Jean t'embrasse qui est un peu triste à voir, quoi. C'est-à-dire que la phrase veut dire je connais Jean, quoi. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, ils fourrent en fait l'information qu'ils ont vraiment envie d'envoyer, qui est je connais Jean, dans un autre prétexte, quoi. C'est vrai. Sachant que tu sais, des fois, quand on est au HMC, alors HMC pour les gens, est-ce qu'ils savent ce que c'est? Habillage, maquillage, coiffure, absolument. Ouais. Avant de tourner, il y a plein de gens, généralement, ils arrivent et c'est leur moment.
Ils y mettent la musique, tu sais, dans le maquillage. Ouais. Et je te bise et je te contre-bise. Et lors du genre t'embrasse, là, il y a toute une liste de prénoms. Il y a que les prénoms, hein. Parce que si tu dis le nom de famille, ça veut dire que, non, t'es un ringard. Non, il y a que les prénoms. Donc, les prénoms. Et moi, généralement, je me dis, mais c'est marrant, mais la journée n'a pas commencé. On doit travailler après. Ouais. On est payé cher pour faire ce qu'on fait. Faut le faire sérieusement. Faut du calme. On n'a rien à foutre d'être là pour savoir. Et surtout, on entend beaucoup d'autres tournages. Machin, alors, name drop, machin est sur le tournage de trucs. Il t'embrasse, ça se finit tel jour, moi je le rejoins pour tel truc, et d'un coup, on a tout le programme du cinéma français, on a tout, et on a tout le monde, tout est là. Et moi, d'un coup, je me dis, oh là là, mais mon rôle là-dedans de tout à l'heure, c'est... Tu vois, et généralement, je me fais maquiller dans ma loge après. Ouais. Et on se dit, oh là là, c'est bon. Alors qu'au contraire, Astier, non. Non, il veut faire son métier. Voilà, il est tranquille. Là, on est toujours sur l'enfance, mais quand on est enfant, on a souvent des espèces de pensées magiques. Tu sais, genre, si j'atteins ce poteau avant que l'oiseau il se soit posé sur la branche, j'aurai la Super Nintendo. Tu vois, des trucs comme ça. Est-ce que tu te souviens, toi, de pensées magiques de l'enfance comme ça, ou peut-être de pensées encore actuelles que tu as oui, il y a c'est des rituels généralement sur des choses qu'on attend. Oui. Et qui peuvent se passer ou A ou B. Mm-hmm. Et on fait un pari dessus. J'essaye de pas trop être superstitieux, qui est pour la même raison que je bois pas et que je prends rien, parce que je pense que j'aurais pas peu de limites si je le faisais. Donc j'aime pas ça. Et sur la superstition, je pense que c'est ça aussi. Je veux pas rentrer dans des rituels de toc, parce que je pense que je suis client. Donc je les repousse, mais je suis comme un alcoolique anonyme qui dit non. Ouais, je sens que c'est pas pour moi. Je sens que c'est pas pour moi. Mais ça peut être, par exemple, si jamais t'as la lune et un nuage qui arrive comme ça, est-ce que si jamais le nuage couvre tout complètement, c'est A. Si jamais il reste un petit bout de croissant en haut, c'est B. Et là, je suis capable de faire des petits paris sur ma vie entière. Oui. Et le A et B, il y en a un qui est glop et l'autre pas glop. Ah, il y en a un qui est rigoureusement punitif. Oui, c'est ça. Et l'autre qui est échappé au chat. Oui, absolument. Oui, non, mais c'est exactement ça, quoi. Mais ça, c'est des trucs, moi, je les ai toujours, mais je me souviens que quand j'étais enfant, c'était quotidien, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un truc, c'était très, très, très fréquent, quoi. Possible. T'as dit il y a pas longtemps à Kian Kojandi que ça servait à rien d'être sévère, avec ses enfants. Tes parents à toi, ils ont été sévères avec toi ou pas? Jamais. Non. D'où? Mes parents... Non, il s'est passé une très belle chose une fois avec mon père. J'étais très chiant. On était juste tous les deux. On bouffait. Il m'avait fait à bouffer, tout ça. On regardait des trucs. Et j'étais très chiant. J'étais agité, je sais pas quoi. Et puis il me dit calme-toi. Et puis je sais pas quel âge j'avais, 8 ans, un truc comme ça. Et puis à un moment, je rote. Tu sais, j'envoie un bop, comme ça. Et par réflexe, il me fait comme ça. Tu vois? Oui. Je fais comme ça, et il fait comme ça aussi, et il fait, pardon, excuse-moi. Ça, pour moi, c'est très important. Parce que, au-delà du fait de s'être excusé, ça veut dire qu'il me parle comme un adulte, en fait. Mm-hmm. Et même mes parents m'ont toujours parlé comme à des adultes. Comme un adulte. Toujours, ils m'ont dit les choses. Toujours, ils m'ont dit qui ils étaient. Ils n'ont pas triché sur qui ils étaient. Ils n'ont pas triché sur ce qu'ils n'arrivaient pas à faire. Ils n'ont pas triché sur ce qu'ils arrivaient à faire. Sur leur fierté, sur leur truc, sur après. Ils ont 20 ans de plus que moi. On se court après de pas loin. Oui. Mais j'ai été élevé par des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont jamais considéré comme un môme, simplement. Mm-hmm. Du coup, j'ai jamais fait vraiment de conneries, la sévérité m'aurait semblé militaire, conne. Expliquez-moi pourquoi je dois faire un truc, arrêtez de me dire qu'il faut le faire, c'est comme ça, enfin, parlons, quoi. Mm-hmm. Donc ça veut pas dire que j'ai pas vraiment de sévérité avec mes enfants, c'est vrai que je les laisserai pas faire de conneries, mais il se trouve que sans jamais avoir été réellement sévère avec eux, instinctivement, ils se disent, ça, si je vais là, lui, ça va pas lui plaire à lui. C'est juste ça. Ouais. Parce qu'on le connaît maintenant. Mm-hmm. Là, il n'a pas envie qu'on soit ce mec-là, ça se voit. Il a plutôt envie qu'on soit ce mec-là. Et en fait, ça se fait tout seul. C'est pas une sévérité, c'est juste, j'essaye de leur inspirer, de pas être trop con si j'y arrive, quoi. Mais donc, tu penses que le fait qu'il se comporte bien, c'est lié à ton attitude à toi. C'est pas un truc qui... Entre autres. Ouais. Je pense qu'ils arrivent à choper chez moi les choses que j'ai pas trop loupées.
et ils arrivent à rejeter chez moi les choses qui leur semblent pas leur convenir. Ouais. Mais ça suffit, en fait. Et moi et les autres, et leur mère, évidemment, et même les potes, et même tous ceux qui peuvent leur inspirer en creux ou en plein des choses. La sévérité, tu sais, moi, je connais des gens de près, par exemple, qui sont incapables d'avoir une fille qui a 15 ans qui revient enceinte chez eux. Je dis pas que c'est facile, tu vois. Mais je sais que c'est des mecs qui vont dire, moi, ma famille, mon truc, elle dégage, elle leur met plus les pieds là. Je dis, voilà, c'est fou. Enfin, je veux dire, il y en a qui pensent vraiment encore comme ça. Oui. Alors qu'en fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est improviser, c'est être intelligent, puis être gentil. Moi, je trouve que c'est tout con, hein, mais je ne sais plus quel stand-upper américain finit son spectacle comme ça. La vie est dure, soyez gentil. C'est tout con, hein. Pourtant, il n'y a pas l'air d'avoir une invention là-dessus. Mais je crois qu'il y a une clé là-dessous. Oui. À ce père-là qui a des valeurs comme ça que moi, effectivement, je reconnais pas. Qu'est-ce qu'on pourra lui dire que la vie est dure. Oui. Donc, faut être gentil. T'as pas d'autre solution. Il n'y a rien qui va te mener ailleurs, et elle, encore moins. Toi, tu as 7 enfants, c'est ça ? Je me suis quand même posé la question de comment on peut avoir 7 enfants et en même temps faire tout ce que tu fais. Et il y a un petit truc vraiment juste logistique, d'emploi du temps que... Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que ça peut donner ? Peut-être qu'ils n'ont pas été... Le truc, c'est qu'ils n'ont pas été tous jeunes exactement en même temps. Alors, ils ne sont pas arrivés tous en même temps. Oui, voilà. Déjà. Ça, c'est un bon point. C'est un bon point, parce qu'il y en a pour qui ça arrive. Et je pense que c'était un autre boulot. Oui. Non, mais j'ai eu des enfants... mes filles viennent de fêter leur 24e et 23e anniversaire ces jours derniers. Et j'ai un petit de 3 ans. Donc, tout ça s'étale quand même beaucoup. Donc, aucun d'entre eux n'a le même problème en même temps. La logistique... j'ai pas d'autre centre d'intérêt que mon boulot et eux. Alors du coup, quand même, je suis beaucoup chez moi. Et beaucoup de mon travail se fait chez moi en plus. Montage, composition, écriture, tout ça, c'est à la maison. Alors effectivement, il y a la part tournage qui est pas là, mais sinon, il y a beaucoup de choses que je fais complètement à la maison et tout seul, au milieu du bordel et du machin. Donc je suis beaucoup avec eux. Et puis je me fais aider beaucoup. Ouais. Leur maman est toujours là d'ailleurs et fait beaucoup de choses. Et puis je nous organise des trucs. Il y a des gens qui nous aident, j'ai des nounous, j'ai des machins. Et en fait, alors évidemment, si j'avais un truc qui m'amenait loin de chez moi tout le temps et en plus non. Mais moi, je suis casanier comme garçon. Ouais. Moi, mon métier, c'est de jouer dans ma chambre. Hein. Ouais. C'est ça, comme avant. Donc, je continue de le faire et ils sont là. Mais on se voit pas mal quand même. Hein. J'arrive à aller voir. À vivre avec eux. Il y a le Louis C.K. qui disait ça du moment où il y a eu des enfants. Il a dit, en fait, tu te rends compte qu'il y avait plein de moments, il y avait plein de gras dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas jouer ton set dans un comedy club, tu te rends compte qu'en fait, t'arrives 20 minutes avant, puis ensuite tu prends un pot 1 heure avec tes potes, etc. Et en fait, après, juste, t'enlèves l'heure et demie que t'avais machin, tu fais ton set pareil, et le reste du temps, tu rentres chez toi, tu fais avec tes enfants. C'est comme ça, en fait, que tu c'est exactement ça. Moi, après, j'ai poussé un peu le bouchon loin. Oui. Parce que par exemple, tu vois, un mercredi, j'ai été libéré d'un tournage à 200 km à l'est de Prague. On était bien loin. Et le mec me dit, donc je finis, dernier plan d'Alexandre Astier, etc. Tu restes jusqu'au pot de samedi. Le mec me fait. Oui. Comment ça ? Déjà, je vais pas au pot. Même quand c'est mes pots, j'y vais pas. Je les paye, mais j'y vais pas. J'aime pas ça, il y a trop de monde. Donc, je dis, comment ça, je vais pas rester jusqu'à samedi alors que j'ai fini de tourner ? On est mercredi. D'accord. Alors oui, c'est minuit. Je lui dis, amène-moi à ma bagnole, s'il te plaît. Donc, il m'amène à ma bagnole et j'ai fait Prague, 200 km à l'est de Prague, exactement. Oui. Ardèche, à ma maison, comme ça, en bagnole, pour rentrer chez moi. Oui. Je ne supporte pas de pas être chez moi s'il n'y a pas une bonne raison. Oui. Alors que là, il y en avait une, j'aurais pu dormir, tu vois. C'est vrai que je me suis arrêté à Nuremberg. T'as dormi, oui, parce qu'il y avait aussi le risque de décès avec tout ce que. Voilà, effectivement, il y a le décès qui se profile. Faut faire attention. L'ombre de la mort plane au-dessus de. Voilà. Mais j'ai toujours bien aimé les bagnoles et toujours aimé conduire. Donc voilà, mais c'est plutôt mon genre. C'est fini. Et en Allemagne, t'as pris les autoroutes, tu peux aller à 250 ou pas ? Il y en a, elles sont pas si longues que ça. Hein, c'est sorti de Munich et tout ça. Il y en a un petit bout, oui. Mais c'est très embêtant parce que si tu veux, des fois c'est des 2 voies. Donc tu peux avoir la voie où le mec sort avec sa bagnole de gynéco, je donnerai pas les marques mais on sait lesquelles c'est, qui n'ont l'air de rien comme ça mais qui sont débridées à 320,
juste à côté de la voie avec les camions à 85. Oui. Donc, le ciseau est violent quand même. Ouais. Et puis, ce sont pas des bonnes routes en plus, je trouve. Oui. C'est granuleux, on t'entend les tac, tac, comme ça. C'est pas très agréable d'aller vite. C'est une machine à mourir. Et en plus, voilà. Ouais. Oui, une question sur tes parents. T'as quand même ce truc que, en fait, tu les as rendus célèbres, plus célèbres qu'ils n'étaient avant qu'ils fassent Kaamelott avec toi. Est-ce que ça a changé ton rapport avec eux ? Est-ce qu'ils ont encore une autorité sur toi ? Ou une petite inversion qui s'est faite ? Ou alors c'est... Non, c'est sûr que j'ai... avec Kaamelott, j'ai pris un peu le devant du bateau. C'est-à-dire que c'est à moi qu'on pose les questions. Oui. Bon, mais je pense que quand on est en famille, d'ailleurs, autant avec eux qu'avec mes propres enfants, quand ils viennent jouer, c'est quand même très studieux, l'ambiance. On est quand même beaucoup sur le boulot. Beaucoup sur le jeu, beaucoup sur comment dire telle réplique, beaucoup comment essayer de trouver un petit chemin jusqu'à la musique qu'on aime bien. Et en fait, tout ça, je sais même pas si on n'est même pas encore plus studieux entre nous qu'avec des acteurs qui ne sont pas de notre famille. Parce qu'il y a un truc comme ça, on se connaît autour du boulot et on se connaît autour de ce goût des choses-là, et du coup, ça donne pas beaucoup de... Les situations dites familiales ne se reproduisent pas vraiment, en fait. On est là pour bosser. Ouais. Peut-être même que c'est une des meilleures façons qu'on a de se côtoyer. Ouais. C'est mieux que les repas de famille. En fait, c'est... on a des repas oui, marrants, mais je dirais, oui, quand même, quand on bosse, on fait notre boulot, quoi. École primaire, bon élève ? Très. Ouais. Premier. Oui. Ouais. Je savais lire avant la maternelle, avant le CP, tout ça. Enfin, j'avais un peu j'aimais beaucoup les chiffres et les lettres, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, du coup, ça te donne une belle avance quand même, sans rien foutre pendant de très nombreuses années. Pendant un petit moment. Donc, non, primaire, c'est ouais. que des A. Ouais. Et t'as déjà fait, alors c'est peut-être débile comme question, t'as déjà fait un test de QI ? Oui, mais j'aime pas ça. Oui. Bah oui, J'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop ça, et je vais te dire, oui, j'en ai fait, et je n'aime pas ce que les gens en font, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, parce que c'est un chiffre, genre... Ouais. Oui, mais ça veut pas dire grand-chose. Je crois qu'en fait, je crois que l'intelligence, déjà, je pense qu'il y a aussi le goût du test, parce que il y a des choses dans les tests de QI, il faut aimer ça quand même. Les séries, les trucs. Ouais. Bon, moi, c'est mon truc. Mais je veux dire, on peut être bougrement intelligent. Ouais. C'est pas ton truc, c'est pas ton langage, c'est tout. C'est pas comme ça que tu vois les choses. Donc, moi, je trouve que ça me pose pas de problème. Je crois quand même que ce qui compte, c'est l'intelligence sensible. Et celle-là, elle est pas mesurée, évidemment. Moi, j'ai jamais voulu faire de test de QI par terreur d'avoir un chiffre sur ma bêtise. Et donc, je me suis pas... T'en as un, là? On peut se faire passer un test de QI. Non, mais oui, non, j'en ai passé, mais c'est... Et t'en as passé par curiosité ou parce que c'est quand même un enfant qui sait faire plein de trucs, il faut qu'on sache si... Oui, bah oui. Puis j'avais pas voulu sauter des classes et tout ça, machin, mais c'est pas... encore une fois... je sais pas comment dire. Ça peut te donner une fausse assise, en fait, parce que c'est pas ça qui compte. Donc, j'aime pas trop ce que les gens en font. Surtout, j'aime pas ce que les parents en font. Oui. Je trouve que c'est très malsain. Par exemple, j'ai un petit garçon qui a des capacités un peu hors normes sur l'oreille, sur le langage, sur les langages, sur les trucs, qui est vraiment, j'ai l'impression tu vois, je me sens tout con. Et ben c'est marrant, ça me donne le réflexe de protéger beaucoup plus que d'aller je sais pas quoi, parce que en fait je sais pas ce qu'il peut en faire maintenant, je sais pas ce que les autres en feraient, je sais pas ce que faut faire attention en fait, parce que ça peut être une preuve de fragilité aussi, et c'est pas, et puis les autres voilà, c'est peut-être que le plus intéressant, voilà, je préfère qu'on parle de ça. Je préfère qu'on parle de celui qui est intéressant, celui qui a compris comment on fabrique, celui qui a compris comment on a l'humilité de pas savoir quelque chose et qu'on y va après. Si jamais le chiffre, ça donne des réflexes de dire je sais, c'est la phrase la plus moche du monde. Je sais pas, c'est classe, mais je sais pas, ça s'apprend. Oui. Et c'est plus difficile à apprendre quand on a l'impression d'avoir un QI de taré. T'arrives à te remettre dans la position de l'enfant où t'étais, de genre comment est-ce que t'as appris à lire sans qu'on t'apprenne ? Tu te souviens ce qui se passait ou pas ? Déjà, j'ai harcelé les gens qui étaient autour de moi pour qu'ils me fassent compter et lire. Ouais. Parce que je crois que ce que j'ai toujours
aimer, c'est les systèmes. Et en fait, la lecture et les maths, c'est des systèmes. C'est des choses qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et c'est bien fini, c'est bien carré, c'est bien... Alors, évidemment, la grammaire française, c'est soumis au jugement de temps en temps. C'est-à-dire qu'en fait, plus on monte dans le truc, plus on se dit, en fait, ça dépend du contexte. Mais ça fait peur, les trucs qui dépendent du contexte. Tu as envie d'un truc qui est noir ou blanc, puis c'est tout, quoi. Mais en tout cas, j'aimais bien ça, donc je faisais chier les gens qui étaient autour de moi pour qu'ils me fassent lire. C'était mon jeu, le truc. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que je dessinais des choses, c'était très symétrique, toujours des dessins symétriques qui se retrouvaient au carreau du truc. J'ai retrouvé ces trucs-là, d'ailleurs. C'est un peu... Je pense qu'aujourd'hui, on se poserait d'autres questions. Surtout qu'évidemment, j'ai très vite plus trouvé ma place. Tu me parlais de mon école primaire, c'est une chose, mais après, il y a eu la dégringolade. En quelques mois, j'ai passé de premier à dernier en rien du tout. Ah, au collège ? Absolument. Et parce qu'en fait, ennui total, parce que... Parce que je savais pas ce que je faisais là, parce que cette autorité-là, je la comprenais pas. Je vois pas le rapport entre apprendre quelque chose et me faire parler comme ça. Je vois pas. Et puis je commençais pas mal à écrire de la musique chez moi, ça me portait tard, donc j'étais fatigué le matin, donc j'ai commencé à être crevé à l'école, puis pas venir tout le temps, faire de l'absentéisme, machin, etc. Et en fait, on m'a vite dit, il est perdu, ce garçon. On l'a perdu. Mais t'avais des amis quand même ? Ouais, j'ai jamais été avec des groupes d'amis. Je crains les groupes, mais j'ai eu, dans les périodes de ma vie, un bon ami souvent. Oui. Ouais. Et donc, tu as des amitiés fusionnelles d'enfance qui te... Oui, après, je les ai perdus de vue parce qu'on faisait autre chose. Et puis, encore une fois, après, c'est mes enfants qui sont devenus un peu mes amis. Donc, parce que tu les as eu relativement jeunes, quand même. Oui, 24. Ouais. Mais oui, non, j'étais pas groupe de potes. Ouais. C'est un des trucs qui me valent moins bien, c'est le vestiaire. Non, ça, et l'humour qui va avec. C'est pas mon préféré. Je ne cache pas. Et donc collège, peu d'amis. Mais t'avais quand même une vie sociale ou pas ? Genre, c'était où tu rentrais chez toi pour écrire ta musique ? T'étais cool ou pas au collège ? Est-ce que tu dirais que t'étais cool dans le... Je me faisais passer pour. Ouais. En faisant quoi ? Je sais pas. J'étais rigolo, peut-être. Ouais. C'est possible. J'étais assez rigolo et peut-être assez séduisant dans ce genre-là. J'étais un petit peu décalé, un peu hors norme et un peu rigolo. Mais ce que je préférais, c'était jouer chez moi. Donc, il y a rien qui me faisait vraiment rester dehors. Donc, je suis jamais allé en boîte, je suis jamais allé... Même les pré-booms des premiers âges, mais c'était d'une grande souffrance. Il fallait mettre de l'occultant sur les vitres parce qu'il était 14h30. Ça m'allait pas. Et tu faisais des bisous à des filles à cette époque ou... Non, mais tout le monde pensait que oui. Ah. Oui, tout le monde me prenait pour un tombeur. Non. J'étais trop submergé par... C'était trop, c'est beaucoup trop. Je m'y suis mis depuis, hein. Oui, je veux dire, mais j'ai déjà fait l'amour. Alors. Absolument. Et plusieurs fois. Mes enfants sont là pour... Au moins 7. En fait, c'est ça. Au moins 7 fois. Et ensuite, tu as fait une école de musique, c'est ça ? En fait, je suis rentré au conservatoire à 6 ans. Et 2 ans après, je suis rentré dans ce qu'on appelle les horaires aménagés. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les professeurs viennent au conservatoire de français, de maths, machin, et tu fais tout là-bas. Et tous les jours, tu fais les cours normaux, entre guillemets, et de la musique. Et ça a fait toute mon enfance, et puis après... Et puis après, j'ai fait d'autres écoles, d'autres conservatoires, mais en tout cas, mon enfance scolaire, elle est très particulière, parce qu'elle est dans des environnements que les gens connaissent pas, avec des conservatoires, avec des salles de musique, avec des pianos de partout, avec des salles de concert, avec des... Voilà. Mais jusqu'à tard, parce que t'as pas fait un lycée non plus normal, en fait, enfin, habituel. Non, j'ai tout fait dans les horaires aménagés. Tout musique, quoi. Ouais. Mais t'as un bac musique, quand même. J'ai pas de bac. T'as pas de bac musique. Non, dès que j'ai eu 16 ans, je suis parti. Le jour même. Ouais. Je pouvais pas rester. J'ai pu supporter les classes quand même après. Oui. Mais au Sud de Paris, au truc comme ça, à la rue de Madrid, c'était pas la même chose. C'était des classes déjà plus adultes. Et puis, on était là pour recevoir un enseignement précis. Tu vois, le Sud de solfège, on fait de la musique. Tu vois, tu commences, on se met à 4 voix, on est tous en chorale de bac pour s'échauffer. On sait ce qu'on fait là, quoi. Tu vois, le prof est d'une très grande qualité. Enfin, voilà, c'est pas le collège. Le collège, j'étais extrêmement malheureux. J'étais très, très malheureux au collège et au début de lycée. C'était affreux. C'était pas du tout, je savais pas ce que je foutais là, vraiment.
T'as dit quelque chose quelquefois dans des interviews où tu dis qu'en gros, la musique européenne, c'est la meilleure. J'ai dit ça comme ça. Et tu le dis vraiment exactement. Mais je l'ai dit à des Européens. Exactement. Pour draguer, c'est pour draguer. Mais en fait, tu parles de la musique chinoise en particulier qui est très très répétitive. Très raciste. C'est un passage très raciste. Faut le dire. Il peut y avoir, tu vois, comme tu dis, on est meilleur là-dessus, on est machin, etc. Ce qui est très con parce que je fais dire ça à Bach. Oui, je fais mépriser Bach. Ce qui est complètement fou. Il avait une connaissance des musiques du monde et notamment de la musique française et anglaise immense. Mais là où j'en viens, c'est que genre, est-ce que tu penses que c'est un peu intello comme question, mais genre relativiste total sur les goûts, la culture, la beauté, ou alors quand même, bon, faut pas déconner, c'est peut-être dur de faire une hiérarchie absolue, mais enfin ça c'est quand même mieux que ça, quoi. Voilà. Alors, c'est une question compliquée. Moi j'aime bien, en fait je pense que ta question est une réponse, c'est-à-dire que tu as dit ouverture totale sur les goûts. Mais bon, faut quand même. Voilà. Non, je trouve que, alors bon, on peut pas faire un parallèle immédiat entre le goût et la complexité. Oui. Ce serait quand même un peu bizarre. Cependant, je trouve que la musique asiatique, d'un point de vue, alors asiatique chinoise ou des choses comme ça, celle qui nous est parvenue et celle là, je trouve une simplicité des fois où j'arrive pas à trouver suffisamment de sophistication dans ce que j'entends pour que ça me parle. Alors, soit la sophistication m'échappe, ce dont je ne doute pas, soit elle n'est pas là. En revanche, il y a un grand maître de musique indienne qui dit un truc très important. Il dit « La musique européenne, je m'ennuie tout le temps. Vous vous rendez pas compte de la simplicité de votre musique. On se fait chier quand on écoute. Sauf Bach. Bach, je peux écouter. Mais le reste, les gars, vous vous rendez pas compte. Écoutez ce qu'on fait, ça va tellement plus loin. Et effectivement, des fois, il joue des trucs, il joue des tablas. Tu te dis, mais j'arrive pas à reconnaître le rythme. Mais effectivement, ça se répète tous les 92 temps. Ah, moi, 92 temps, je sais pas, là, j'ai jamais écouté autant. Moi, c'est 4, 3, là, et encore, j'aime bien les polyrythmies. Je peux faire 7, 9, 13. Mais là, là, on est sur de la musique qui croise en plus de ça des traditions très fortes. Donc, il y a des choses apprises par cœur. Enfin bon. Mais peut-être que la musique européenne se trouve dans un entre-deux. Ouais. On n'est peut-être pas les plus sophistiqués du monde, loin de là. T'as fait des petits boulots ? Pas beaucoup, j'en ai fait. T'as fait quoi ? J'ai gardé des petits... la première classe de maternelle dans une école publique à Paris, de la récréation d'après les petits cours du matin avec la cantine et le dodo. Ok. Voilà, j'ai fait ça. Ouais. Je me souviens, je suis arrivé dans le bureau du proviseur, il m'a dit bon, j'imagine que vous voulez les CM2, les CM1. J'ai dit ah bah non, j'aimerais bien tous les tout petits. Vous êtes sûr? Et parce que il m'emmène au réfectoire et c'était le jour des mandarines. Et comme ils ont 2 mandarines chacun et qu'ils sont 60, il faut peler 120 mandarines parce qu'ils ne savent pas peler des mandarines. Donc, les compétences des enfants de 6 ans sont très voilà. faibles. Mais non, mais là c'est 3. Là, c'est 3, pardon, oui, 3, c'est tout petit. Ouais. Et j'ai dit non, mais c'est ça, parce qu'en fait, je voulais des enfants très tôt, très jeunes. J'ai toujours voulu des enfants. Et c'était un peu une manière de m'occuper d'enfants, de régler les problèmes de dodo, de doudou, de sucette, de mandarine, de genre, je mange pas d'aubergine. Qu'est-ce que tu veux que je dise à un gamin de 3 ans qui mange pas d'aubergine? C'est pas grave. Enfin, je veux dire, tu peux pas vraiment lui en vouloir. C'est compliqué. Donc voilà, j'ai fait ça un petit peu. Ouais. Et tu te souviens d'un enfant particulièrement où tu t'es dit genre, j'aime bien les enfants, mais là... Non. Je me souviens d'un tout petit, je crois que c'était un petit Algérien. En tout cas, ses parents étaient algériens. Et il avait les jetons de s'endormir. Tout le temps. Il disait, tout le monde était couché, il commençait à taper les doudous, les machins, et lui il était debout sur son lit comme ça, avec des super gros yeux. Et je lui disais, je me souviens plus comment il s'appelle. Et je lui disais, couche-toi, tu vois bien que les autres dorment. Il dit, ça va rien se passer, je reste là, je suis assis. Il dit, je veux les genoux. Je dis, mais... Et il y avait les ATSEM qui passent dans le truc et qui disent, faut pas les prendre, hein. Faut pas les prendre sur les, comme si c'était du détail. Et au bout d'un moment, je me suis dit, merde, en fait. C'est pas qu'il faut pas les prendre parce que c'est interdit. C'est faut pas les prendre parce qu'après quoi? Ça leur donne l'habitude qu'on s'occupe un petit peu d'eux. Alors du coup, quand ce sera plus moi, si le prochain le fait pas, il dormira plus. Voilà. Donc je le prenais un peu, je dis ça va aller. Tac, sucette, je voyais que les yeux faisaient comme ça. Tac, je le refoutais dans son lit. D'un coup, il avait
hop, un petit sursaut, tu sais, de dire tu t'en vas. Je dis non, je reste là. Je m'asseyais au pied de son lit, j'attendais un peu. Il finissait par roupiller. Il m'a touché, ce gamin, parce que je me suis dit, quel est l'intérêt s'il a les jetons de dormir? Quel est l'intérêt de l'ignorer? Qu'est-ce que ça va m'amener à moi? Qu'est-ce que ça va amener à lui? On est en train de quoi? De le durcir, là? De l'habituer à quoi? Par là? Non. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il dormira d'autant mieux plus tard qu'on a répondu à sa trouille maintenant. Ouais. C'est pas ça, d'habituer un gamin à bien dormir. C'est pas de lui dire démerde-toi. Ou alors, on apprend à nager aux gamins en les foutant dans l'eau. Ça se faisait aussi. Une partie se noie, mais ceux qui se noient pas, Dieu qui savent nager, quoi. T'as été content pendant combien de temps quand tu as appris que les pilotes de ta série Kaamelott, ça allait devenir quelque chose qui soit à la télé publique à 1 heure de grande écoute? Combien de temps? Je l'ai pas été. Tu l'as pas été? Non. Flippé, plutôt? Non. Même pas. J'ai appris qu'on était accepté par N6 le jour de mes 30 ans. Ouais. Pile poil, donc c'est-à-dire le 16 juin 2004. Et mon fils Neil avait à peine 1 an et je me souviens que j'étais tout seul avec lui ce jour-là. Et on m'appelle, on me dit voilà, ils ont accepté, on va y aller. Et en fait, j'étais un peu loin de tout ça, loin de Paris, loin de tournage, loin des prods, loin des chaînes, loin des trucs. Et je me suis dit allons-y, mais pour moi, ça a tout de suite représenté du travail. C'est-à-dire, je me suis dit alors il faut en faire 100. Et peut-être 200, parce que la première commande, c'était potentiellement 2 saisons d'un coup, si jamais ça marchait, en tout cas assez vite, quoi. Et non, je me suis posé la question du boulot, je me suis posé la question de l'organisation, je me suis posé la question de que j'allais devoir partir aussi, sûrement, ça me rassurait pas beaucoup, mais j'ai pas été heureux, parce que déjà j'aime pas la compétition et je sais qu'on était plusieurs sur ce truc-là. Tu sais, quand on récupère une case quelque part, on est toujours plusieurs. Je trouve que la compétition dans ce domaine-là, c'est comme les concours, les festivals, les machins. Je trouve ça très con. Enfin, j'en ai pas à être mieux ou moins bien que les autres, mais et du coup, j'ai pas eu le côté j'ai niqué les autres déjà machin. Mais pas niqué les autres. Mais alors, est-ce qu'il y a d'autres moments dans ta vie où genre t'as eu une très bonne nouvelle, je sais pas, genre les chiffres d'entrée du film de Kaamelott. Est-ce que t'es quand même un petit peu content ou alors non, c'est juste voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. T'as pas de joie professionnelle dans le succès de ce que tu as fait, hein. Bien sûr, dans la joie de la création. Qui ne soit pas dans la joie de la création. Oui. C'est-à-dire genre la joie du résultat. La joie du résultat. Et je me demandais si ça allait marcher. Visiblement, les gens aiment bien, par exemple. Ça provoque pas de joie? J'ai pas l'impression. Ouais. J'ai pas l'impression parce que je me sens pas visé déjà. Et puis, je trouve que ça. Je trouve que quand beaucoup de gens te disent on vous fait confiance pour nous faire quelque chose de classe, ce qui m'apparaît d'abord, c'est qu'il va pas falloir chômer. Tu vois, qu'il va falloir se creuser, il va falloir aller un cran plus loin que ce que t'es, il va falloir. Mais non, non, pour répondre à ta question et que je ne m'étais pas posé d'ailleurs, non, je peux pas dire vraiment que j'ai une joie simple au succès. Déjà parce que le succès non théâtral est assez virtuel quand même. Hein. C'est des chiffres, c'est des trucs. Bon. Et alors, au contraire, est-ce que tu as eu des j'aurais aimé que ça marche mieux, ou l'inverse, tu vois? Ben pas plus, non. Pas plus. Non, pas plus. J'ai fait un film avec Adjani qui s'appelle David et Madame Hansen qui a pas marché en salle. Le problème, c'est qu'il a été peu distribué, donc. Du coup, tu vois, je recevais des messages qui me disaient on aimerait bien voir ton film, mais il faut faire 200 bornes en bagnole. Donc voilà, parce que le studio y avait pas cru, tout ça. Donc oui, j'ai été un peu déçu, mais j'avoue que sur le boulot que j'ai déjà fait, ça m'appartient plus, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai quand même eu plus de salles pleines que vides. Je touche du bois, mais je veux dire, c'est fait, quoi. C'est fini. Donc j'y peux plus grand chose déjà, et je peux pas me permettre vraiment de souffrir ou de m'enorgueillir de choses qui sont pas dans mes mains, en fait. On termine toujours par un certain nombre de questions en vrac. Ouais, parce que là, ça ne l'était pas. Et ça fait plusieurs fois que je dis ça, et je me dis, mais en fait, c'était déjà du vrac. C'était rangé. Non, il y avait une petite chronologie. Même s'il y a eu des pas de côté, il y a une petite chronologie. La vie finalement. La vie, exactement. Chronologie. Très bien. Est-ce qu'il y a une chose qu'un jour tu as vu changer dans ton corps et tu t'es dit, tiens, ma jeunesse commence à s'envoler?
Oui, je suis obligé de reparler d'aïkido. Si tu veux, on a une esquive en aïkido qui consiste à, quand tu te fais vraiment, quand tu subis une contrainte articulaire très forte, si tu veux pas que ça lâche, il faut sauter. Oui. Il faut me passer les jambes de l'autre côté parce qu'en fait, puisque c'est pas le poignet qui va tourner, il faut que ce soit ton corps qui tourne autour du poignet. Oui. Donc tu te dépêches de décoller et de faire un truc. Alors c'est pas la peine que ce soit spectaculaire, mais il faut quand même revriller ton poignet dans l'autre sens. Et j'avais jamais eu de problème avec ça. Et là, il y a pas très longtemps, j'ai fait une belle esquive. Le bruit à l'atterrissage a été plutôt de l'ordre du et putain, j'avais le genou. Puis j'ai fini comme ça. Je dis. Peut-être que t'as plus 17 ans, gros. Peut-être que t'as plus 17 ans et qu'il faut que tu te ménages. Ouais. Est-ce que il t'arrive de souffrir pour des choses où c'est pas considéré comme habituel de souffrir? Ce qui est une définition assez classique de la névrose, en fait. Donc pas habituel pour les autres ou pas habituel pour le standard? Pas habituel pour le standard. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, il y a des gens, moi j'aime pas trop qu'il y ait un gros chien qui m'aboie dessus, mais il y a des gens, ça les détruit, tu vois, à l'intérieur. Ah. Est-ce que t'as des petits trucs comme ça, genre, tiens, le commandé mortel est pas très sensible à ça, moi, ça me fait très mal. Il y a un truc, oui. Il y a un truc, c'est les gens qui sont fiers de ne pas savoir. Je vois tellement. Je comprends pas ça. Il y a quelqu'un, par exemple, qui dit, alors ça, moi je connais pas. Hein. Non, ça j'ai jamais regardé. Hein. Alors, non mais d'accord, mais ne le dis pas fort, du coup. Il n'y a pas de fierté à pas savoir, c'est pas possible. C'est pas. Il y a un auteur qui dit ça très bien d'ailleurs. C'est à propos de Trump et de la Trumpisation du monde, qui dit d'un coup c'est la glorification de la médiocrité. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être médiocre. Ouais. Je sais plus qui c'est qui disait, tu sais, chez Barthès, dans le petit générique où il y a un mec qui dit je me chauffe au fioul. Tu vois, un mec qui dit que des trucs. Je dis, ne sois pas fier de ça. Chauffe-toi au fioul, mais gentiment, dis-le doucement. Discrètement, quoi. On n'est pas en train de trouver des fautifs, des machins, des trucs, mais ne sois pas hétérosexuel. Mais oui, d'accord, mais voilà. Ça arrive des fois tout bêtement quand tu croises, je sais pas, deux personnes dans la rue, et enfin moi ça m'arrive en tout cas, tu vois deux personnes dans la rue et il y en a une qui te reconnaît et l'autre pas, et ils viennent te parler et l'autre dit genre alors là je sais pas du tout qui c'est lui. Exactement. Ouais. Et tu sais, d'un coup, t'avais rien contre lui, mais... Alors, l'autre jour, chez la pâtissière, je vais chercher des gâteaux d'anniversaire pour mes filles. Donc, comme quoi, on s'y retrouve, hein, tout est connecté. Oui. La pâtissière me prend en photo, elle est très gentille, elle me prend en photo, je dis, c'est pour mon mari. Mon mari adore, il a tous les DVD, tous les machins. Moi, c'est pas ma tasse de thé, hein. Moi, ça m'a pas jamais tiré un sourire, hein, ce truc. Vraiment, c'est pas mon truc. Mais bon, ça lui fera plaisir. J'ai apprécié cette honnêteté tout de même, parce qu'on était tout seul dans le magasin. Oui. Et en revanche, ça m'a rappelé quelque chose. C'est que les gens qui font pas ce métier, ils croient pas te blesser. Oui. Ils pensent pas te blesser. C'est juste un truc qu'ils aiment pas. Mm-hmm. Mais t'as envie de dire, j'ai mis beaucoup de choses à moi quand même là-dedans. Oui. Si t'aimes pas, tu n'aimes pas, c'est d'accord, mais c'est pas personnel. Oui, c'est pas exactement superposable à moi, mais c'est quand même. Peut-être c'est pas superposable. Je suis pas loin, quoi. Donc bon, voilà. Combien de fois par jour tu penses à la mort? J'ai peur que ce soit plus de une. Mm-hmm. J'ai peur que ce soit plus de une, oui. Il y a des gens qui disent c'est une pensée sur 3 au bout d'un certain temps. Mais parce que oui, ils font une catégorisation qui fait que ça se rapporte à ça. Mais ça me plaît assez en fait ce compte à rebours. Ouais. J'ai rien contre. J'ai l'impression. Pas de terreur. Non, on est sur un quai de gare avec un ticket. J'ai l'impression. Mm-hmm. Généralement, quand le train arrive, il y a plutôt des personnes âgées qui montent dedans. Mais en tout cas, sur ton ticket, tu sais pas. Et des fois, c'est quand même le tien. Et des fois, il y a même des enfants qui montent dedans et tout ça. Et les gens sont un peu horrifiés. Mais quand même, on est tous sur le quai. Oui. C'est quand même quelque chose où, de toute façon, ton ticket, il y a un des trains qui va se pointer, c'est le tien. Et en fait, on peut y trouver du calme. Je pense qu'on peut y trouver du calme. Oui. Après, il faut essayer de pas trop glander, pas trop faire des trucs qui servent à rien. Il faut rentrer chez soi, comme on disait. Oui. Le travail terminé, il faut rentrer chez soi, parce que c'est quand même là que se passent les trucs intéressants. Moi, j'essaie de penser des fois un peu coupable envers les gens qui sont plus jeunes que moi. Je disais, mais ils vont mourir plus tard aussi, tout ça, statistiquement. Mais d'un autre côté, moi, je suis sûr d'être arrivé à l'âge que j'ai, alors que eux, peut-être que quand ils auront mon âge, ils seront décédés. Je me rassure comme ça. C'est sale, mais c'est... Non, mais par contre, est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu te dirais si jamais il y a eu une période de ta vie où tu te dis j'ai tout mon temps?
Et j'ai vraiment tout mon temps, je suis éternel. Et si tu pouvais parler à ce mec-là, tu lui dirais quoi ? Ah mais c'est central dans mon existence de maintenant, ça. C'est juste dire putain mais tellement pas. Mais tellement pas. Mais tellement pas. Qu'est-ce que tu vas aller à la soirée de merde là au lieu de rester à lire des livres chez toi, tu vois ? Avec, on va pas se mentir, quand même beaucoup de cons, une grande majorité de cons à la soirée. On le sait. Complètement. On le sait. Voilà. Mais c'est ce qui fait. Après, le fait de moi d'avoir fait beaucoup de merde comme ça, d'avoir perdu du temps, ça fait que maintenant je suis beaucoup plus serré sur ce truc. Ça, c'est bien. Voilà, ça... Moi, je trouve que je me suis trop inquiété. Oui. Et donc maintenant, peut-être un tout petit peu. Oui, mais j'aimerais bien revenir en arrière en disant, tu sais, là, tu vas t'inquiéter pour des trucs et en fait, il n'y aura pas matière. Ouais. Donc, imagine ce que tu perds comme énergie. Tu t'es déjà battu ? En dehors des moments où c'est prévu ? Oui, quand c'est pas l'activité, effectivement. En dehors de l'aïkido. Je me suis battu à l'école une fois, oui. Ouais. Oui. Contre Alexandre Kikrez. Mm-hmm. Je me souviens très bien. Tu as gagné ? Oui. D'accord. On devait être en CE2. Et toi, t'étais en première. J'étais en première et on était 16. Non. Oui, j'ai gagné. C'était Pourquoi tu t'es battu ? Je me souviens plus. Il me branchait parce que j'étais plus petit. Ouais. J'ai jamais été très grand et j'étais plus petit et il pensait que ce serait peut-être plus facile. Mm-hmm. J'ai quand même gagné. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage ? Qu'est-ce que je pense de mon propre visage ? Je dirais que... il y a un truc que j'aime beaucoup. C'est que je suis quand même assez expressif. Je le regrette parce que je pense qu'un des plus grands acteurs du monde, c'est Philip Seymour Hoffman et qui doit beaucoup à son grand talent, au fait d'être assez figé, au contraire, assez dans la cire presque. Et ses émotions transparaissent à travers des petits trous comme ça, absolument indicibles. Et j'envie beaucoup cet homme-là parce que je me trouve beaucoup plus expressif. Mais ça a une qualité, c'est que l'été, comme si tu te marres beaucoup, tu fais comme ça. L'hiver, tu dégages le truc et là, t'as des traits blancs qui n'ont pas bronzé parce que t'as serré comme ça. Et on les pas de doigts, je crois qu'on appelle ça. Oui, les pas de doigts, oui. Et c'est ce maquillage naturel d'un mec qui s'exprime beaucoup, ça me plaît beaucoup. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, si, un peu, ouais. C'est vrai que t'as un visage mobile. Et qu'est-ce que tu penses de ta voix ? Je la préfère maintenant qu'avant. Ouais. Je me rends compte qu'elle a changé. Oui, elle est plus grave. Que quand t'avais 15 ans ou que quand t'avais... Que quand j'en avais 30. Ah ouais. Ouais. Et j'aime bien quand je commence à avoir une petite rhinopharyngite, parce que j'arrive à choper le ré d'en bas. Là, je m'arrête je suis au mi-fa. Mais quand j'ai une bonne, tu sais, un truc un peu qui détend les trucs, je peux peut-être même taper le do dièse du bas. Ouais. Et j'en joue. Ouais. J'en joue. Je vois très bien ce que tu veux. Quelle mort violente est-ce que tu choisirais ? Quelle mort violente est-ce que je choisirais ? Ouais. Quelle mort violente est-ce que je choisirais ? Pour la symbolique, parce que je pense qu'elle est loin d'être moins douloureuse que les autres, mais pour la symbolique, et parce que je trouve que c'est assez classe, pas celle du mec qui s'étouffe dans un restaurant avec un morceau de bœuf, parce que je vois pas quoi en foutre, mais la foudre. Qui est rarement mortel, une fois sur 10 seulement. Oui, donc, tu peux être un peu... Mais tu peux être... Alors, si t'as le tatouage, là, c'est superbe, ça. Ces nervures, là. Ouais. Ah, je veux. Le dessin, d'ailleurs, en sang coagulé ou en, je sais pas, en bleu, c'est un phénomène physique un peu chelou qui fait que t'as, comme des nervures de feuilles, quoi, en fait. C'est très beau. C'est quand même chelou. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens auxquels t'aimerais demander pardon et tu as pas demandé pardon? Ou t'as toujours été exemplaire? T'as l'air un peu exemplaire, c'est-à-dire on se dit t'as pas dû trop déconner. Alors certainement pas, mais par contre, est-ce que je peux demander pardon à des gens à qui est-ce que j'aurais demandé pardon? C'est vrai que c'est une belle tribune pour le faire. Comment est-ce qu'on pourrait attendez, quel Et ça peut être Alexandre auquel t'as cassé la gueule, ou peut-être lui il méritait que sa gueule soit cassée. Non mais il m'a fait chier. Oui, attends, tu rigoles ou quoi? Non. Ah bah si, alors je relis ça à une autre histoire de bagarre très très vite en fait. Okay. La veille de la naissance d'Ariane, c'était donc le 14 décembre 2000. Oui. Ma femme était enceinte, mais elle me dit ça va. Alors du coup, je descends et je vais pratiquer. C'était du kung-fu à ce moment-là, donc alors avec la tête un peu ailleurs quand même, parce que je me dis merde, c'était pas très loin de chez moi, il suffirait que tu vois. Et la tête tellement ailleurs qu'en fait, je me bagarre contre un gars et je sens qu'un pied se lève de son côté. Je sens qu'un pied se lève et arrive. Et j'étais pas vraiment là. Et donc du coup, quand le pied se lève dans ma tête, ça fait oh, celui-là.
il va falloir faire attention parce que tu n'étais pas à ce que tu faisais là. Et le pied est déjà en l'air. Et du coup, je fais ce qu'on appelle une esquive en lançant ma tête en avant pour que le pied passe par-dessus. Le problème, c'est que je lance mon pied en avant sur le pied du mec. C'est-à-dire qu'en gros, le mec met toutes ses forces dans un coup de pied et moi, je mets toutes mes forces d'esquive dans son pied. Donc, je me fais exploser la tronche, je pissais le sang, le machin, le truc. Je remonte comme ça chez moi. 2 heures après, ma femme me dit, il faut qu'on y aille. Donc, on va à l'hosto. À l'hosto, donc pendant qu'elle avait ses contractions, elle me disait, mais va dans l'hôpital, on est dans un hôpital, va te faire soigner la tronche. Parce que moi, j'ai parfait, machin, etc. Et je me souviens du type qui m'a donné le coup de pied. Le type qui m'a donné le coup de pied était quasiment en larmes. En se disant non mais je veux pas faire ça, sous-entendu j'arrête le kung-fu parce que en fait ce que je veux pas taper des gens en fait. Donc je voudrais dire à ce mec-là que ça s'est bien fini. J'ai eu ma fille, elle va très bien, elle a 23 ans maintenant. Effectivement, il m'a éclaté la gueule. Mais j'espère qu'il a continué le kung-fu parce que c'est un bel art et tout va très bien. Tout va très bien. Alexandre, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Castello-Lopez. C'était un super moment. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines. Parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? Je suis sorti du métro et en fait, j'avais un peu la nausée. Et je me suis imaginé vomir pendant l'interview avec Alexandre Astier. Et je vous ai imaginé déréquer au moment où je vomissais, parce que non, il faut pas filmer quand il vomit, et de vous en vouloir, en même temps que je vomissais, d'avoir déréqué. Donc, si je vomis, vous déréquez pas. Ok ? Merci.